Vous enchaînez les relations avec des personnes indisponibles, vous ne supportez pas d'être seul, vous finissez toujours déçu et vous êtes prêt à tout pour que l'autre reste à vos côtés. Si vous vous reconnaissez dans au moins une de ces situations, cet épisode est pour vous. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler, je pense que vous l'avez compris, de dépendance affective, mais sous un angle différent. Nous allons explorer ce que les rêves révèlent de cette dynamique et comment est-ce qu'ils évoluent lorsque le schéma commence enfin à se dénouer. Et quoi de mieux qu'un récit de mon propre parcours afin d'illustrer mes propos. Alors à partir de l'âge de 20 ans, je ne savais pas que j'étais dépendante affective. Pour ma part, c'est ma scolarité qui m'a bousillée et fait tomber dans ce mécanisme. Le racisme subi dès l'école maternelle, l'exclusion du fait de ma couleur de peau et de mes origines. Je n'avais pas vraiment d'amis, je me sentais tellement seule et cela a duré longtemps. Et justement, dans ma vingtaine, j'ai commencé à faire le même type de rêve. La structure était toujours identique. Et dans ces rêves, j'étais systématiquement en situation de détresse. Soit je m'effondrais au sol, incapable de me relever, soit j'étais poursuivie et menacée sans aucun moyen de me défendre seule. Et à chaque fois, un homme apparaissait. C'était parfois une célébrité, un super-héros ou une figure masculine, l'idéal parfait et puissant que je ne connaissais pas. Il arrivait toujours au moment critique pour me sauver. Il me prenait dans ses bras, il m'emmenait en sécurité. Et dans ces rêves, je ressentais un amour incroyablement intense, un amour absolu, comme si cet homme était celui que j'avais toujours attendu, celui qui allait tout réparer. Et ce sentiment d'amour était si fort que je me réveillais totalement imprégnée de cette sensation. Pourtant, dans ma vie éveillée, c'était tout l'inverse. J'accumulais les déceptions, et j'ai d'ailleurs remarqué une corrélation assez troublante qui est que plus ce sentiment amoureux était exacerbé en rêve, et plus la chute était brutale dans ma réalité. Et c'est en faisant la démarche d'être moi-même accompagnée, et en prenant le temps de me pencher sérieusement sur les messages de mon inconscient, que j'ai pu décrypter tout cela. Et grâce à ce travail thérapeutique, j'ai compris que cet homme qui me secourait n'était pas le prince charmant que j'allais rencontrer. Il représentait simplement la figure masculine idéalisée que je projetais sur tous les hommes qui ont traversé ma vie. Et ce que mes rêves mettaient en scène était ma propre dépendance affective, mon effondrement, mon incapacité à me relever par mes propres moyens et l'attente constante d'un secours extérieur. Et en réalité, cette force et cette capacité de sauvetage que je voyais chez cet homme était ma propre puissance intérieure. Comme je ne me sentais pas capable de me sauver seule dans ma vie éveillée, mon inconscient externalisait cette ressource en la projetant sur une figure masculine. Mon cerveau me montrait que la force existait en moi, mais que je l'avais placée dans les mains d'un homme idéal au lieu de me l'approprier. Sauf que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est celle de croire que la dépendance affective se limite à la sphère privée, alors même qu'elle s'active bien au-delà. Dans le cadre professionnel par exemple, mon état de dépendance opérait de la même façon que dans ma vie personnelle. Concrètement, je ne refusais jamais une tâche qui ne m'incombait pas, même quand cela me coûtait mes temps de repos. Quand d'autres osaient demander une revalorisation de salaire, je me taisais, car j'avais peur qu'une telle demande, aussi légitime soit-elle, me coûte ma place. Et j'espérais que mes employeurs reconnaissent ma valeur d'eux-mêmes. Mais quel aurait été l'intérêt pour eux de le faire, alors même que je donnais toujours plus, sans jamais me plaindre? Et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, sachez qu'il n'y a pas à s'auto-flageller. Vous n'êtes ni bête ni naïf. Ce que vous vivez trouve racine dans un attachement insécure, dans un environnement qui n'a pas su vous apporter la sécurité affective dont vous aviez besoin enfant. Et cet attachement a été finalement le terreau de carences émotionnelles précoces qui vous ont obligé à mettre en place toutes sortes de stratégies dès le plus jeune âge et qui continuent malheureusement d'opérer aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. J'ai moi-même eu à travailler sur ce schéma il y a longtemps et bien heureusement ce n'est plus d'actualité. En revanche, je revois exactement cette même dynamique chez certaines personnes que j'accompagne. Une femme est venue me consulter car elle enchaînait les relations avec des hommes qui ne s'engageaient jamais. Et elle avait des rêves qui, à l'analyse, étaient extrêmement parlants. Dans certains de ses songes, elle voyait par exemple sa propre maison, sans toit, délabrée avec des fuites d'eau partout et un froid glacial à l'intérieur. Et dans le rêve, elle se rendait chez un homme, souvent quelqu'un qu'elle fréquentait en vrai, mais elle n'était jamais invitée à rentrer. Elle restait là sur le pas de la porte. Et dans un autre rêve, elle assistait à sa propre cérémonie de mariage, et elle se voyait épouser l'homme qu'elle fréquentait aussi dans la vie éveillée. Mais à travers la maison en ruine, son inconscient lui montrait qu'elle cherchait, en réalité à l'extérieur, ce qu'elle n'avait pas encore construit en elle-même, sa propre sécurité intérieure. Ses rêves démontraient aussi que les hommes qu'elle choisissait n'étaient absolument pas prêts à lui offrir ce foyer. Quant au rêve de mariage, il n'y avait rien de prémonitoire là-dedans.
Elle nourrissait tellement d'espoir, elle projetait tellement d'attentes sur les personnes qu'elle fréquentait, que le rêve venait à la fois combler cette frustration de la vie éveillée et en même temps annoncer la désillusion qu'elle allait subir. Et effectivement, quelques semaines plus tard, elle se faisait soit ghoster, soit quitter. Et c'est ce que l'on appelle les rêves à effet contraire. Parce que la personne vit en décalage total avec ses vrais besoins. Elle veut se marier, mais son inconscient met en lumière le fait qu'elle n'est pas prête, qu'elle est encore prise dans un fonctionnement de dépendance. Et dans ce cas, le rêve permet de compenser finalement le manque affectif tout en révélant avec précision où se situe le blocage. Cette femme, par exemple, ne supportait pas la solitude. Elle allait jusque prendre tout en charge financièrement pour que quelqu'un l'accompagne en voyage ou passe la journée avec elle, même si elle n'était pas particulièrement proche de ces personnes. Ce comportement révélait une stratégie de contrôle inconsciente, c'est-à-dire qu'en prenant tout en charge, elle s'assurait que l'autre est une forme de dette envers elle. Au fond, sa peur de l'abandon était si forte qu'elle se disait « Si je ne me rends pas indispensable, pourquoi resterait-on avec moi ?» Et de ce fait, elle préférait porter le poids financier de la relation plutôt que de risquer de se confronter au vide de sa propre solitude. Et en combinant justement thérapie, hypnose et analyse des rêves, et du fait du travail que je fais avec certaines personnes, eh bien elles peuvent très bien vous dire elles-mêmes aujourd'hui qu'elles préfèrent être seules que mal accompagnées. Mais surtout qu'elles sont enfin capables de filtrer sans culpabilité les relations qui ne leur apportent pas la paix. Et pour ma consultante, lorsque l'on a travaillé sur l'origine de ce schéma, il y a quand même une histoire assez douloureuse pour elle qui a fait surface. C'est-à-dire que suite au décès de sa mère, elle avait été placée et a navigué de foyer en foyer. Et son père, submergé par son propre chagrin, n'avait pas pu la garder auprès de lui. Même s'il essayait de rester présent, il était bien trop fragilisé émotionnellement pour offrir un lien constant à sa fille. Et pendant des années, elle a nourri l'espoir de retourner vivre avec lui, mais cela ne s'est jamais réalisé. Et grandir avec ce vide l'a finalement poussée à tenter de le combler en projetant sur les hommes les mêmes attentes qu'elle avait autrefois envers son père. L'espoir qu'il soit là, qu'il reste et qu'il lui offre enfin la stabilité émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue. C'est ce que l'on appelle la compulsion de répétition. Son inconscient l'a poussée à retourner vers des hommes indisponibles, non pas masochisme, mais pour tenter de réécrire la fin de son histoire d'enfant. En choisissant un homme absent ou fuyant comme l'avait été son père malgré lui, elle espérait secrètement que cette fois-ci, l'homme resterait. Elle cherchait à gagner une bataille du passé dans son présent. Un scénario de réparation qui malheureusement ne mène qu'à de nouvelles déceptions tant qu'on n'en a pas conscience. Donc j'ai intégré différents outils à son accompagnement et par la suite, elle et son père ont entrepris ailleurs avec quelqu'un d'autre une thérapie familiale, et ils ont pu mettre des mots sur le passé. Ils ne rattraperont pas le temps perdu, mais ils construisent aujourd'hui une relation nouvelle, sans non-dit et sans rancœur. Et aujourd'hui, elle est célibataire depuis 8 mois et elle va bien. Elle admet qu'au début, la tentation de recontacter ses ex ou de scroller sur les sites de rencontres était très forte, car il était difficile pour elle de voir son téléphone rester silencieux. Elle disait ressentir de l'angoisse, de l'insomnie, des maux de tête. C'était pour elle une forme de sevrage. La dépendance affective avait créé chez elle une addiction à l'attention de l'autre et l'absence de messages ou d'appels téléphoniques provoquait un manque réel. Parce que cette dépendance fonctionne sur les mêmes circuits de récompense que les addictions classiques. Et accepter ce silence ne signifiait pas seulement faire preuve de patience pour elle, c'était une réelle désintoxication émotionnelle pour apprendre à réguler son propre système nerveux sans dépendre de la validation extérieure. Et oui, à présent, beaucoup de choses ont changé, car elle détecte les hommes indisponibles dès les premiers échanges. Elle ne se lance plus tête baissée dans des relations qui ne la respectent pas, même si elle ressent encore parfois le manque de contact physique ou le besoin de confidence. Et surtout, elle ne redoute plus d'être seule. Elle a d'abord réalisé son premier voyage avec un groupe, sans payer pour personne, et a déjà fait 2 voyages en solo, chose qu'elle n'aurait jamais imaginé auparavant. Quant à ses derniers rêves, ils sont venus valider cette transformation. Dans certains, elle se voyait piloter aisément un avion, et dans d'autres, elle se voyait se promener dans des jardins fleuris. Et se voir piloter un avion est un symbole puissant de reprise d'autonomie. On prend de la hauteur. Elle n'est plus la passagère en détresse, elle est l'experte à bord. Quant au jardin fleuri, contrairement à la maison en ruine du début, il représente un espace qu'elle cultive. Elle a compris que sa sécurité intérieure n'est plus une structure qu'elle subit et qui s'effondre, mais un espace vivant qui demande du soin quotidien et personnel. Et vous savez, contrairement à ce que beaucoup croient, la dépendance affective n'est pas le fait d'aimer trop. C'est une dynamique complexe qui révèle un conflit entre le besoin d'être secouru et l'impossibilité de se sauver soi-même.
Enfant, vous pouvez avoir intégré par les mots ou les comportements des adultes que vous ne serez jamais capable de vous accomplir. Peut-être que l'on vous a fait croire que vous deviez toujours faire plus pour avoir de la valeur. Et pour d'autres, cela ne s'est pas forcément joué dans l'enfance, mais lors des premières relations amicales ou amoureuses, celles qui ont le plus compté au départ, mais qui ont fini par les abîmer à l'issue d'une situation dans laquelle la personne a ressenti un profond sentiment de peur, d'anxiété, ou encore à la suite de la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui représentait un point de repère important. Si vous vous reconnaissez ici, eh bien ces expériences ont fragilisé votre sécurité intérieure. Elles vous ont appris, à tort, que votre valeur dépendait du regard et de la présence de l'autre. Et résultat, eh bien, vous mettez sur un piédestal des personnes qui ne sont pas toujours très investies dans le lien. Vous projetez l'image du sauveur sur l'autre. Vous lui inventez des qualités et vous attendez qu'il comble un vide intérieur que personne ne peut remplir à votre place. Et quand l'autre part, au lieu de prendre le temps de faire un réel travail d'introspection et de comprendre ce que vos blessures disent finalement de vous, eh bien vous repartez immédiatement à la chasse à l'amour, en espérant trouver la personne parfaite ou celle qui acceptera de changer pour coller à vos idéaux. Et c'est précisément là que mon accompagnement intervient, car il permet d'identifier les freins et de les dénouer à la source. La dépendance affective n'est pas une fatalité, elle est le fruit d'un apprentissage ou d'un besoin qui n'a jamais été comblé sainement. Et votre inconscient, à travers vos rêves, vos réactions, votre corps, peut vous montrer ses rouages en action, mais il a aussi la faculté de vous montrer le chemin parcouru et votre évolution. Nous arrivons à la fin de cet épisode, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à la semaine prochaine.